La richesse d'un pays ne réside pas dans ses billets sans garantie qu'il peut émettre à volonté, mais dans son industrie et son agriculture. C'est une pensée de Gustave Le Bon que la maison Famabionat adopte sans tarder lors de notre entrevue pour le cadre de votre émission quotidienne Espace agricole. Il n'est plus à ignorer que Espace agricole, diffusé tous les mercredis à 10h sur les ondes de la radio Agapé, met l'accent sur les techniques agricoles efficaces pour un bon rendement non seulement mais aussi pour une protection à long terme de la santé des populations et de la nature. Chers auditeurs, nous avons comme récemment rencontré le directeur de la maison Famabionat, ici nommé Adonis Tindabetol, qui nous a entretenus sur les cultures maraîchères. Il nous parlera lors de cette émission du comment, du pourquoi et bien d'autres de ces cultures dites maraîchères. Restez à l'écoute et entrons dans le vif du sujet après ce petit breaking. Bonsoir, Monsieur Adonis Tindabetol, et merci de nous recevoir une fois de plus. Merci, bonsoir madame. Je rappelle encore aux auditeurs, nous étions déjà là la dernière fois, vous êtes le directeur de la Famabionat située à l'immeuble Amour-Mesam. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis très honoré que vous m'ayez invité. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, après les engrais bio, on va parler des cultures maraîchères. Et puisqu'on s'adresse à un technicien de la chose, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme une définition brève, rien que pour instruire les populations à ce sujet? C'est quoi les cultures maraîchères? Oui, en fait, les cultures maraîchères, c'est une pratique agricole qui consiste à cultiver les végétaux pour usage alimentaire. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous citer quelques cultures maraîchères? Dans le maraîcher, on a plusieurs produits qu'on peut pratiquer, tels que la tomate, on a les légumes, on a les haricots verts, les pommes, la pastèque, le piment, le gombo, la chou. Bon, tout ça, ça fait partie des cultures maraîchères. D'accord. Comment se pratique la culture maraîchère en question? Oui, la culture maraîchère, pour pratiquer la culture maraîchère en un, il faut le choix du terrain. Le choix du site est très capital. D'autant plus que nous, en agriculture biologique, de préférence, il faut choisir une plateforme. Et dans les plateformes, il ne faut pas choisir des endroits où en amont on cultive avec les pesticides chimiques, parce qu'avec les précipitations, on va s'en rendre compte que les facteurs externes comme le vent, l'érosion va emporter les engrais chimiques qu'on cultive en haut pour les amener vers le bas. Donc le premier choix d'abord, c'est le choix du site. Et lorsqu'on a déjà un bon site, peut-être à côté d'un cours d'eau, si on a la grâce d'avoir la possibilité d'être à côté d'un cours d'eau, ça peut nous permettre de cultiver en toute saison. Et le deuxième point maintenant, c'est le choix des semences. De préférence, ne pas utiliser les semences hybrides, c'est-à-dire et aussi les semences OGM. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on utilisait les semences OGM en agriculture conventionnelle, on dépend maintenant des firmes qui vendent les semences. Donc lorsque je pars par exemple pour ma période de campagne de mars ou bien de janvier à mars, lorsque je produis mes tomates par exemple, lorsque je produis avec les hybrides F1 ou bien F2 ou bien F3, prochaine étape ou bien prochaine saison, je suis contraint d'aller encore acheter des semences. Pourtant, je pouvais relaver mes semences et produits. Donc, le deuxième point, c'est le choix des semences. Sans vous couper, vous allez parler des semences hybrides et OGM. Est-ce qu'il y a moyen de donner plus de détails? Oui, les semences OGM, ce sont les semences génétiquement modifiées. C'est-à-dire, on est allé dans les gènes. Comme par exemple les poulets de chair. Je prends juste l'exemple dans les poulets de chair pour que les gens comprennent. On a d'abord à la base la poule du village. Oui, quand on a la base des poules du village qui font en moyenne 3 ans, 4 ans avant qu'on ne consomme. Les OGM, les entreprises se disent, mais est-ce qu'on ne peut pas booster la croissance d'une poule jusqu'à ce qu'en 45 jours on consomme? C'est ainsi qu'ils ont synthétisé les gènes au laboratoire pour former les poulets de chair. Donc l'objectif c'est uniquement pour la consommation. Après 45 jours, on va déjà obtenir le produit final. C'est la même chose avec les semences. Donc on change le caractère génétique des semences.
soit pour booster la rentabilité, soit pour avoir les végétaux, pour cueillir les végétaux très tôt. Par exemple, le cycle de vie de la tomate, c'est 4 mois. Ils peuvent raccourcir au laboratoire en disant on peut synthétiser en changeant l'ADN de la semence à ce que ça produise après 2 mois. Vous avez parlé aussi du choix du site. C'est donc dit que ces cultures maraîchères ne se font pas sur toutes les terres, sur tout type de terre. Non, justement, puisque les cultures maraîchères recherchent plus les endroits avec l'humus en grande quantité, on peut pas cultiver certaines plantes comme par exemple la tomate sur la latérite. Bien sûr que ça va donner, mais le rendement sera faible contrairement au rendement dans des zones à forte quantité d'humus. Donc le choix du site est très capital. Avec votre permission, pourquoi est-ce qu'il faut faire la culture maraîchère selon vous? Oui, premièrement, on fait la culture maraîchère pour se nourrir, pour diversifier la consommation. Si par exemple dans les bamboutos, nous consommons plus le maïs, le haricot, les céréales en général, et dans le centre on cultive le manioc et autres, et on peut faire la culture maraîchère justement pour varier l'alimentation. Parce qu'on sait que la tomate, en fait les végétaux sont digestes. Ce sont des produits qui facilitent la digestion. Donc c'est mieux de le faire pour la santé, pour l'alimentation et aussi pour un revenu. Donc pour diversifier également les sources de revenus. Alors plus haut, j'ai retenu 3 aliments, la tomate, les pommes de terre, les légumes, et je me rends compte que ce sont des produits les plus consommés ou alors les plus sollicités dans les bamboutos. Parlons cas par cas, la tomate par exemple, quelle procédure faut-il employer pour un rendement fructueux? Oui, en agriculture biologique, ça serait idéal de faire la biodiversité. Quand on veut produire par exemple nos tomates, l'important c'est ici, ce n'est pas mettre uniquement la tomate dans le champ, mais c'est mettre plusieurs cultures qui vont permettre de rentabiliser non seulement l'espace, mais qui vont permettre aussi de pouvoir créer un microclimat dans le milieu. Par exemple, aujourd'hui, les gens se disent on ne peut cultiver les tomates que dans les endroits où on a coupé tous les arbres. Bon, je parle en termes très simples pour que les gens comprennent, dans les endroits où on a coupé tous les arbres. Pourtant, c'est faux. Lorsque je prends par exemple dans ma plantation de bananiers plantains, je peux bien cultiver mes tomates dans les bananiers plantains. Surtout en saison sèche, lorsque je cultive dans les bananiers plantains, la fraîcheur du bananier plantain va permettre à la tomate de grandir. Je peux en plus de ça mettre à l'intérieur le piment. Quand je mets donc le piment à l'intérieur, ce piment-là va, comme c'est un insecticide, parce que le piment à la base est un insecticide, ça va commencer à chasser certains insectes, certains piqueurs suceurs. Donc ça réduit considérablement l'usage de certains intrants qu'on devait administrer à la plante pour pouvoir lutter contre les agents externes. Oui, pour revenir à la question de l'itinéraire technique, parce qu'il faut toujours avoir l'itinéraire technique de la production, par exemple de la tomate. Quand j'ai déjà fait le choix de mes semences, le choix du site, je dois venir avec le compost. Oui. Le compost, si je n'ai pas la possibilité d'avoir le compost, je peux utiliser les déjections de porc ou de poule. Et si je dois utiliser les déjections, que ce soit de porc ou bien de poule, que ce soit des déjections qu'on a nourries de façon biologique. Parce que quand on pratique l'agriculture biologique, il faut que dès la base, que tout soit naturel. Oui, parce que les vaccins qu'on administre aux porcs ou bien aux bêtes, tout ça se retrouve dans les déjections. Les concentrés qu'on met dans l'aliment des bêtes, tout ça va se retrouver dans les éjections. Voilà pourquoi il faut passer par un processus de fermentation pour avoir le biochar. Et lorsque j'ai mon biochar, je creuse mes poquets. Bon, si c'est par exemple la culture de la tomate, comme on a dit tout à l'heure, je vais d'abord préparer un germoir. Tout le processus de préparation du germoir, ça consiste à préparer un bion où je dois venir avec ma quantité de semences. Quand je prépare le bion, le processus de la préparation consiste à mélanger du biochar avec la terre fine que j'ai au préalable tamisée avec le biochar également. Lorsque je pose, je dois bien étaler. Et quand j'étale, je viens maintenant au-dessus, je mets mes semences.
Après, au bout d'1 mois, je peux déjà repiquer mes semences. Généralement, c'est 3 semaines à 1 mois, je peux déjà repiquer mes semences. Mais avant cette date, on peut déjà commencer avec l'espace qu'on a choisi, commencer à défricher, creuser les poquets, mettre également le biochar à l'intérieur. Après 1 mois, je viens pour repiquer. Et le repiquage doit se faire pratiquement le soir pour éviter que les jeunes plants ne stressent avec la chaleur. Oui. Donc ça c'est le tirage technique. Et maintenant, lorsque je mets déjà mes plants, je peux aux alentours mettre mes plants de Nîmes. Si je n'ai pas la possibilité de mettre les plants de Nîmes, parce que les plants de Nîmes luttent également contre les insectes, je peux utiliser l'huile de Nîmes comme insecticide. Parce que lorsqu'on met les plants, quand ça commence à grandir, il y a les insectes qui vont commencer un peu à vouloir toucher mes plants. Je peux venir avec mes insecticides bio. L'huile de Nîmes, c'est un insecticide bio. S'il y a les nématodes qui commencent à attaquer mes plantes, je peux utiliser la cendre. Tout simple. La cendre, je fais le purin de cendre et je mets dans mon pulvérisateur, je pulvérise avec. Là, de façon très simple, je peux prendre soin de ma plante sans toutefois aller au marché acheter les insecticides qui coûtent d'ailleurs très cher. Et non seulement ça coûte cher, ça a un impact négatif sur notre santé. Et pour le cas des pommes de terre et des légumes, là je cumule, on se rend compte parfois qu'il y a de très grosses pommes de terre sur le marché, de légumes très larges feuilles, et les consommateurs se disent que ce sont les engrais qui sont appropriés parfois pour cette bonne rentabilité. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le bio? Oui, pour entrer dans le bio, j'ai le conseil que je peux donner aux gens qui partent souvent, ou bien à nos mamans qui partent souvent au marché. Lorsqu'elles arrivent au marché, elles trouvent les fruits tellement gros. Elles ont tendance à être séduites par cette grosseur et elles se dirigent vers cela. Pour les cultivateurs conventionnels, leur objectif c'est d'avoir le fruit le plus gros possible. Or, pour avoir le fruit le plus gros possible, il faut maximiser dans le traitement, mettre autant d'engrais chimiques pour donner cette grosseur. Je ne dis pas qu'en agriculture biologique, on n'atteint pas également cette grosseur. En agriculture biologique, on peut atteindre, voire même dépasser. Mais comme nos mamans sont parfois séduites par la largeur des fruits, le conseil que nous pouvons leur donner, c'est juste lorsque vous arrivez au marché, surtout sur le marché conventionnel, parce qu'actuellement, il n'y a pas encore un marché biologique textuellement dit. Oui, lorsque vous arrivez au marché, les critères de vos choix des produits à consommer serait plutôt de prendre les fruits, les petits fruits, parce que prendre les petits fruits, cela voudrait dire que ces fruits ont consommé moins de produits chimiques que ceux qui ont une taille tellement grosse, parce qu'elles se sont développées vite en absorbant plus de produits conventionnels. Or, nous allons nous rendre compte que lorsque nous prenons par exemple une tomate, comme j'ai dit dernièrement, nous prenons une tomate conventionnelle et une tomate biologique. Après un laps de temps à la maison, la tomate conventionnelle ne peut pas faire 3 jours sans pourrir. Pourtant, la tomate biologique fait pratiquement 1 à 2 semaines à la maison sans pourrir. Et par contre, contrairement, ça sèche plus tôt. Ça ne forme pas les gangrènes. Alors, grosso modo, globalement parlé, le rendement par rapport aux produits chimiques, est-ce que le rendement des produits bio par rapport aux produits chimiques est porteur? Oui, contrairement au rendement, en agriculture biologique, c'est ce qui crée beaucoup de scepticité jusqu'aujourd'hui, parce que il y a un temps, comme je parle toujours, il y a un temps, parce que nos sols sont déjà presque morts. Et pour réactiver ces sols, il faut créer les microclimats. Et ça prend le temps pour créer le microclimat. Il faut laisser le temps que les vers de terre puissent se former. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous tuons, par exemple, les vers de terre, ce sont nos ennemis, pourtant ce sont nos amis. Lorsque nous tuons, par exemple, certains insectes, disant l'importance en agriculture biologique, ce n'est pas tuer les insectes, mais c'est plutôt comment les empêcher de nuire. Et maintenant, par rapport à la rentabilité, pour les premières années, pour celui qui cultive de façon biologique, ça ne serait pas quand même rentable comme en agriculture conventionnelle. Parce que pour un hectare, par exemple, de tomates, je prends juste la rentabilité en termes global. Pour un hectare de tomates conventionnelles, on avoisine les 2000 cajots. Quand la production est un peu bonne, 2000 à 3000 cajots. Ça, c'est la fourchette. Pourtant, en agriculture conventionnelle, on peut avoir en moyenne 1200 cajots à 1500 cajots.
On peut voir cette différence et dire qu'il n'y a pas la rentabilité, mais le fruit garde encore ses principes actifs et ça ne nuit pas à la santé. Et de deux, maintenant, un agriculteur conventionnel a tellement de désavantages. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les produits qu'il peut acheter au marché pour pulvériser et tout, on va voir par exemple 5 sacs d'engrais et autres qu'il a mis. Nous voyons par exemple la potasse, un sac de potasse au marché coûte 25 000 aujourd'hui. Avec l'inflation des prix aujourd'hui, ça serait plutôt mieux de faire des centrales de compost, les centrales de biochar où on doit utiliser uniquement les herbes. Donc lorsqu'on regarde le rendement qui est de 2000 à 3000 et 1200 à 1500, si on veut regarder les coûts de dépenses, on va se rendre compte que les deux reviennent presque aux mêmes choses. Presque au même coût de... Lorsque je vends ma tomate par exemple, puisque la tomate biologique sur le marché est toujours plus chère que la tomate conventionnelle. Oui, donc si j'ai mes 1200 cajots et que je dois vendre à 5000, un cultivateur conventionnel doit avoir 3000 et qui doit vendre peut-être à 4000. Et lorsqu'on regarde la marge n'est pas si grande. Et l'autre avantage, c'est qu'un cultivateur conventionnel se heurte au niveau où les produits chimiques qu'il inhale chaque jour lors de son traitement, ça a tellement de conséquences. On va voir beaucoup de jardiniers aujourd'hui qui décèdent suite de cancer, suite de cirrhose de foie. On va se poser la question si c'était des fumeurs ou bien c'était des consommateurs exagérés de la boisson. On va se rendre compte qu'ils ne consommaient rien de ça. Mais tout ça, c'est la conséquence des produits chimiques qu'ils pulvérisaient dans leur plantation. Donc, l'avantage au niveau du rendement, ça devient les mêmes choses. D'accord. Alors, vous avez mentionné plus haut la biodiversité. Donnez-nous quelques avantages de cette pratique-là dans la culture maraîchère. Oui, la biodiversité, si je peux me permettre de définir, c'est le fait d'avoir plusieurs cultures dans une même parcelle que d'avoir une seule culture. Bon, le contraire, c'est la monoculture. Aujourd'hui, par exemple, j'ai ma tomate dans une plantation, donc je peux avoir dans la biodiversité une plantation peut-être de 1000 mètres carrés. Je dois mettre les agrumes, je mets quelques citrons, je mets quelques bananiers plantains, je mets maintenant le bananier plantain maintenant. Après le bananier plantain, je peux mettre la tomate. En plus de la tomate, à côté, je peux mettre également les pommes de terre. Maintenant, lorsque je fasse sur les 1000 mètres carrés, mon régime de plantain peut sortir après 9 mois. Après 9 mois, je vends mon régime de plantain à 3000. L'autre régime est déjà en train de sortir. Je peux vendre ma tomate après 5 mois parce que en agriculture conventionnelle, il y a également le timing. Oui, en agriculture conventionnelle, on peut prendre pratiquement 3 mois pour récolter une tomate. Pourtant, en agriculture biologique, ça prend pratiquement 4 mois et demi pour récolter. Et lorsque j'attends mes 4 mois et demi pour récolter ma tomate, il y a déjà mes citrons qui sont en train de produire de l'autre côté. Il y a déjà peut-être ma pomme de terre qui est en cours de sortie. Ce qui fait que sur un même espace de 1000 mètres carrés, je peux plus rentabiliser que celui qui n'a fait qu'une monoculture, peut-être la culture de la tomate. S'il sort sur ces 1000 mètres carrés, peut-être 200 cajots de tomates qu'il doit vendre à 5000 francs. Et que moi, j'ai mes citrons, j'ai mes pommes, j'ai mes tomates. À la fin, on peut s'en rendre compte que plus j'ai toutes ces cultures-là, je ne dépends plus du marché. Parce que si il peut aller vendre toutes ces tomates au marché pour revenir encore acheter le plantain chez moi. Pourtant, moi, j'ai déjà la tomate. Je peux faire ma cuisine à la maison sans toutefois aller au marché. Donc, la biodiversité est cette technique-là qui peut avantager beaucoup de producteurs. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de paysans, le paysan, c'est comme si c'est un insulte. Pourtant, à la base, tous c'était des paysans. Pour faire l'agriculture biologique à s'en sortir, il faut être un paysan. À la base, un paysan, c'est celui qui fait en même temps l'agriculture et l'élevage. Oui, il utilise les déjections des animaux pour aller nourrir ses plants au champ et il utilise les déchets qui sortent du champ pour aller nourrir ses bêtes. Ça fait un poids, deux mesures, ce qui fait qu'il n'a pas besoin d'aller au marché pour acheter les engrais. Il n'a pas non plus besoin d'aller au marché pour acheter les aliments de porc. Quand nous grandissions, on nourrissait les porcs avec les herbes, avec les papayes qu'on avait au champ et tout.
C'est ça l'avantage de la biodiversité. Et un autre avantage de la biodiversité, c'est qu'on a les récoltes en cascade. En agriculture, on a 3 phases. L'investissement à court terme, l'investissement à moyen terme, l'investissement à court terme. Les agrumes, par exemple, comme l'avocatier que j'ai mis dans ma parcelle, c'est l'investissement à long terme. Je peux mettre les papayes, qui est un investissement à court terme, papaye et bananier plantain. Maintenant, l'investissement à court terme maintenant peut être le maraîcher dont nous sommes en train de faire mention maintenant. Et là, c'est l'avantage de la biodiversité parce qu'à tout moment, je suis en train de récolter pour ne pas être sur la technique de l'homme grenier vide. Donc, à ce temps-ci, là, j'ai tellement conçu le grenier, j'ai mis jusqu'à ce plein, mais je dois encore attendre peut-être 5 mois, 6 mois pour mettre encore d'autres. Là, c'est un problème. Voilà, j'insiste sur la biodiversité pour parler d'un fait pratique. Oui, les mamans parfois mettent le maïs, le haricot, l'arachide sur un très petit espace. Là, c'est la biodiversité, mais elles pratiquent très mal, si bien que le rendement est très peu considérable. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner, particulièrement à ces mamans? Oui, justement, il y a certaines cultures qu'on n'associe pas. Aujourd'hui, par exemple, l'avocatier ne saurait s'associer avec, par exemple, la culture du manioc parce qu'ils ont les mêmes maladies. Donc, pour leur conseiller, il serait mieux qu'ils viennent à un séminaire que nous allons organiser à la structure. Bon, ça serait plutôt à la demande des téléspectateurs parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore organisé un séminaire de ce genre vraiment pour former les gens et ça serait gratuit parce que l'importance de la structure Pharma Biona, c'est de devoir donner les conseils à nos mamans de revenir à ces pratiques agricoles très, très simples parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance et c'est le don de cette connaissance qu'on veut administrer à la population. Pour revenir à la question de savoir quels conseils, au-delà de la formation que nous pouvons les octroyer, le conseil pour nous serait de faire leur propre expérience. Donc cette année, si j'ai mélangé le macabo par exemple avec le maïs, si le macabo a bien produit et le maïs a bien produit, là, ça peut prouver que ces deux cultures-là vont ensemble et que je peux les mettre ensemble. Par exemple, pour la culture peut-être de l'association maïs avec les arachides, ça ne saurait donner parce que l'arachide a besoin du soleil. Or, le maïs qui est en haut crée l'ombrière. On ne saurait également associer le bananier plantain avec oui, ça ne peut pas donner. Donc eux-mêmes, ils peuvent déjà à partir d'aujourd'hui faire leur propre expérience. Je prends peut-être sur ma parcelle de terre, si j'ai 1000 mètres carrés, je prends 200 mètres carrés que je produis l'association de telle culture avec telle, je l'associe et je vois à la fin qu'est-ce qui a le plus donné. Là, ça va leur permettre de savoir dorénavant quelle culture associer avec quelle autre culture. Voilà, vous nous avez déjà dévancé en parlant de la périodicité ou du timing. Donc, intéressons-nous à la prochaine question. Est-ce que ces produits bio sont-ils aussi sollicités que le combat est acharné pour lutter contre les produits chimiques? Oui, déjà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas encore sérieusement un marché biologique où les gens peuvent aller se procurer, à part la Pharma Biona et d'autres structures qui se débrouillent avec IDBio, qui se débrouillent en quelque sorte à fournir les denrées biologiques à la population. Mais toujours est-il, nous ne parvenons pas encore à satisfaire. On ne parvient pas encore à satisfaire la population en produits biologiques. Ce qui fait que ça reste encore un dilemme. Aujourd'hui, on va dire par exemple à quelqu'un, il ne faut pas consommer la tomate conventionnelle parce que voici les inconvénients et tout. Et maintenant, lorsqu'ils vous disent, voici, nous sommes confrontés à telle situation. Lorsqu'on voit par exemple la tomate biologique, c'est plus cher que la tomate conventionnelle et on sait le SMIC, on connaît le niveau de vie de tout un chacun. Ce n'est pas évident de voir par exemple un cajot de tomate biologique et vendre à 10 000. Pourtant à côté on vend une tomate conventionnelle à 3 500. Ça serait tellement un but pour quelqu'un de sortir ces 10 000 pour acheter, malgré que ça reste un problème de conscientisation. Oui, donc pour le moment, ce que nous essayons de faire, c'est d'abord vulgariser l'agriculture biologique en donnant au maximum que possible les désavantages de l'agriculture conventionnelle et en accentuant sur l'agriculture naturelle.
Ceux qui sont concernés par l'agriculture conventionnelle peuvent se moquer en disant mais ceux-ci disent quoi et tout, mais toutes les maladies dégénératives que nous voyons aujourd'hui dans la société, que ce soit le cancer, le diabète, l'hypertension et les femmes qui accouchent par césarienne, la majorité de tous ces maux-là sont occasionnés par les denrées que nous consommons. Pourquoi? Parce que les denrées que nous consommons, soit on a cueilli non mûres, soit on a cueilli tôt, donc on n'a pas respecté le timing pour la récolte. Par exemple, les OGM, les semences OGM, génétiquement modifiées, on a modifié les gènes. Et comme je prends toujours l'expérience de la pomme pratiquement aujourd'hui, on a fait les expériences en 2018, on s'est rendu compte que la pomme de 1950, il faut manger 21 pommes aujourd'hui pour avoir les mêmes principes actifs ou bien pour avoir les mêmes nutriments qui étaient dans la pomme de 1950. Et là, c'est un problème. C'est là où vous allez avoir beaucoup de personnes, des obèses, des problèmes de poids. Chacun va chercher à se débattre de gauche à droite pour chercher les produits pour maigrir. Vous allez voir que le marché des produits amaigrissants ont tellement fleuri. Pourquoi? Parce qu'on mange tellement mauvais. Tous les autres 22 pommes qu'on a mangées, c'est 21 pommes qu'on a mangées là. Ça veut dire que le reste, c'est le cholestérol. Et le mauvais cholestérol, ça va nous donner le poids. Et on va aller dépenser en quoi? À l'hôpital. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent bon, je préfère aller prendre mes légumes qu'on a pulvérisés, les magnésiums sur ça. Oui, tu vas prendre à 500 un gros tas, et celui qui a pris ces petits légumes peut-être qui n'a même pas la taille de ce que tu as pris à 1000 francs, donc pratiquement le double. Lui, il va être en santé et toi, tu vas aller encore dépenser de l'argent à l'hôpital, non seulement pour lutter contre le mal que tu as, mais également pour acheter des produits amaigrissants. Donc, l'initiative de l'agriculture biologique doit être collective et ça doit être une prise de conscience massive pour la population et surtout la population des Bamboutos. Alors, j'imagine qu'au milieu de ce dilemme-là, vous avez sûrement un appel que vous lancez au gouvernement pour soutenir cette lutte. Oui, nous demandons de l'aide au gouvernement de vraiment créer, si c'était possible, de créer au ministère de l'Agriculture un département qui se concentre uniquement dans l'agriculture biologique, dans le volet agriculture biologique. Nous allons dire, puisque en faisant ainsi, on réduit le taux d'importation des médicaments. Parce que si on voit les importations des médicaments de l'année 2020, le Cameroun a dépensé des milliards pour importer les médicaments. Et les subventions qu'on nous donne chaque jour, ce n'est pas gratuit. Ces subventions ne sont pas gratuites. Et maintenant, ils peuvent également dépenser moins dans les importations des denrées agricoles. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je mange un plat conventionnel, non seulement le goût n'est plus le goût qui était avant, mais de deux, ça ne me rassasie plus. Est-ce que vous avez déjà eu tendance à voir que quand je mange maintenant, après un laps de temps, je suis déjà affamé. Oui, tout ça, c'est parce que le corps a seulement emmagasiné plusieurs substances, mais il fallait maintenant trier ce qui était bon. Mais quand le corps prend le temps pour trier, ça rend compte que sur les 100% que tu as consommé, ce n'est que 25% qui peut rester. Et le reste, c'est les déchets. Et on assiste maintenant à un gaspillage de nourriture pour rien. Donc, on a un magasin avec des tonnes. À la fin, on n'a que 25% de tout le stock. Donc nous lançons un appel au gouvernement de vraiment appuyer l'initiative de l'agriculture biologique ou l'agriculture naturelle en maximisant, créant des pôles. Nous encourageons même déjà l'initiative qu'ils ont fait avec le centre de production du biochar qu'ils ont organisé en Kumsamba qui va produire 10 000 tonnes de biochar. C'est déjà une avancée. Et des pôles pareils pouvaient être créés dans tous les coins. Et nous encourageons également la mairie peut également jouer un grand rôle. Avec tous les déchets que nous avons dans la ville, nous pouvons créer vraiment des centres de compostage qui peuvent aider la population. Donc, la population collecte, venir donner à la mairie traite et retourne à la population pour que la population puisse cultiver de façon naturelle. Donc c'est un programme que si le gouvernement tient vraiment à cœur de créer ce département de l'agriculture biologique, ça pourrait vraiment aider la population, non seulement de Bamboutos, mais la population camerounaise à mettre au devant l'agriculture comme pôle de développement. Voilà que le message est lancé. Alors, aux auditeurs particulièrement, quel est le conseil que vous donnez à ces auditeurs-là qui pensent qu'avoir de grosses pommes, de gros légumes, de grosses tomates, c'est l'essentiel?
Oui, déjà pour la vue, on dit toujours que la belle femme, ce n'est pas celle qui a un visage ou bien qui a... Bon, c'est pour revenir à la pomme. Non, maman, s'il vous plaît, quand vous arrivez au marché conventionnel, faites l'effort de ne pas choisir les grosses pommes. Parce que ces grosses pommes contiennent plus d'intrants chimiques que les pommes, que les petites pommes. Même chose avec les tomates et autres choses avec les légumes. Parce que le constat a été fait, les jardiniers aujourd'hui, lorsqu'ils partent au marché, lorsqu'ils pulvérisent par exemple avec du magnésium, après 3 jours, parce que la résilience, la rémanence autant pour moi c'est 10 jours, pour 10 jours à 15 jours pour le magnésium. Après 3 jours, ils se rendent compte que les légumes sont grimpés sur le marché. Bon, ils sortent pour aller au marché directement pour vendre. Et c'est ainsi qu'on va trouver les résidus des produits chimiques dans nos plats. Et ces résidus des produits chimiques, on va bien beau dire qu'on a lavé, mais les insecticides systémiques, ça entre directement dans la plante. Est-ce qu'on lave jusqu'à la profondeur de la plante? Impossible. Donc, un conseil au ménage, faisons l'effort d'au moins avoir dans nos petits potagers à la maison. Parce qu'avant même de créer le maraîcher, parce qu'on parlait de maraîcher aujourd'hui, avant même d'arriver au système maraîcher, le maraîcher n'est que le gros mot de potager. Parce que au XVIIIe siècle, chacun avait au moins son potager. Même quand on parle du XVIIIe siècle, pas plus loin que 2010, chacun avait au moins son potager à côté de la maison. Il mettait ne serait-ce que l'oignon, il mettait le poivron, il mettait le piment. Mais aujourd'hui, nous nous en rendons compte qu'on part au marché acheter tout, même le piment qu'on peut mettre, même un petit légume, même une petite chou qu'on peut mettre à côté. C'est bien pour notre santé. Donc le conseil que la Fama Bionat donne à la population, c'est vraiment que tout un chacun s'initie et qu'on ne voit plus l'agriculture comme un métier des gens qui ont raté leur vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'agriculture, c'est pour les personnes qui ont raté leur vie. Et c'est la mentalité coloniale. Cette mentalité qui sévit jusqu'aujourd'hui, au point où un enfant ne peut pas se proclamer, dire je suis un agriculteur. Il va dire c'est un complexe. Je peux plutôt dire que je suis dans un bureau. Je peux dire agronome. Agronome, c'est quoi? Dire que je suis... Donc moi, particulièrement, je n'ai pas de complexe de dire que je suis un homme du champ. Au-delà de tous les diplômes que nous avons et tout, on laisse tous ces casquettes dans le sol et on part au champ parce que l'agriculture nourrit son homme. Et jusqu'à ce que la fin du monde arrive, les gens vont toujours manger. Pourquoi ne pas aller donc produire toi-même? Parce que celui qui produit ses propres aliments est comme celui-là qui imprime ses propres billets parce qu'il a la surveillance sur ça, il a le contrôle. Est-ce que celui qui produit ses billets peut encore regarder déjà savoir et dire que ça c'est un faux billet? Donc, celui qui produit ses propres aliments est équivalent à celui qui imprime ses propres billets. Cela voudrait dire, lorsque je cultive mes propres aliments, je sais si c'est bio ou bien si ce n'est pas bio. Je sais ce que j'ai mis dedans. Or, pourtant, quand je pars au marché, je ne sais pratiquement pas ce que j'ai mis dedans. On ne peut pas cultiver tout, mais au moins c'est le peu qu'on peut cultiver, maximisons pour cultiver. Voilà, merci beaucoup pour ce message qui ferme cette autre émission de Espace Agricole. Merci infiniment, Monsieur Adonis Tina Berthold, de nous avoir reçus. Rappelons que vous êtes directeur de la Fama Bionat. Le plaisir est encore et toujours renouvelé. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre radio. C'est un grand plaisir pour moi de parler à la population et de pouvoir utiliser votre canal pour au moins se donner les petites connaissances que nous avons pour aider la population à prendre soin d'eux et qu'ensemble, nous évitions les maladies du comportement alimentaire et que nos argents ne soient plus dépensés en vain dans des hôpitaux pour se soigner alors qu'en consommant, on pouvait résoudre ce problème. Franck de Herbert nous l'a si bien dit, la véritable richesse d'une planète est dans ses paysages, dans le rôle que nous jouons dans cette source primordiale de civilisation qu'est l'agriculture. Adonis Tina Berthold, directeur de la Fama Bionat, nous l'a confirmé une fois de plus en cet instant même. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre émission Espace Agricole qui se diffuse tous les mercredis à 10h. Retenons que l'agriculture est la seule chose qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Au micro de présentation de cette énième édition, j'étais Marie Fanlé et heureuse de vous servir.